TD2, les téguments. Comme introduction, le tégument ou la peau des vertébrés est une enveloppe externe d'un vertébré qui est constituée de l'épiderme, c'est la partie superficielle qui se forme à partir de l'ectoderme, et le derme qui est la partie profonde qui dérive du mésoderme. De point de vue histologique, l'épiderme dérive de l'épithélium pluristratifié. Par contre, le derme, c'est un tissu conjonctif. Chez les tétrapodes, il y a apparition d'une troisième couche appelée hypoderme qui permet le glissement de la peau sur les muscles chargés de graisse. Le rôle de ce tégument, il a un rôle protecteur, rôle sensoriel car il est innervé, rôle thermorégulateur et un rôle dans la respiration cutanée, surtout chez les amphibiens. Grand 1. Étude des téguments des différentes classes de vertébrés. La première classe, c'est celle des amphibiens. Petit 1, classe des amphibiens. Donc le tégument chez les amphibiens, il est constitué de l'épiderme, épiderme qui est un épithélium pluristratifié, et le derme qui est un tissu conjonctif dense. Tous les deux sont séparés par une lame basale. Ce qui est la ligne en rouge, c'est la lame basale. L'épiderme est constitué de plusieurs couches de cellules. La première, c'est la couche germinative. La seconde, c'est la couche de cellules polyédriques. Et la dernière, elle est constituée d'une couche de cellules aplaties qui est une assise kératinisée qui caractérise les vertébrés terrestres. Tous les vertébrés terrestres sont caractérisés, leur tégument est caractérisé par une assise kératinisée, chargée de kératine. Et bien sûr, ces cellules de cette couche de cellules aplaties, ces cellules, lorsqu'elles vieillissent, elles vont partir, elles vont s'exfolier. Ça s'appelle le phénomène d'exfoliation. Comme si on partait au hammam et on frottait notre peau, les cellules mortes vont s'enlever. Chez les amphibiens, le mot amphibien, ça veut dire double vie. À l'état larvaire, ils sont aquatiques et à l'état adulte, ils sont terrestres. Donc, au niveau du tégument, on va également trouver le mucus qui caractérise les vertébrés aquatiques. Donc, chez les amphibiens à double vie, on a à la fois la sécrétion du mucus par des glandes à mucus et on a également le phénomène d'exfoliation et l'assise kératinisée qui caractérise les vertébrés terrestres. Au niveau du derme, puisque c'est un tissu conjonctif dense, il y a bien sûr des vaisseaux sanguins, des nerfs, des terminaisons nerveuses. Et aussi chez les amphibiens, on a une couche de cellules à pigments noirs. Toujours chez les amphibiens, le mucus est sécrété par des glandes à mucus qui sont pluricellulaires. Ce mucus, il a un rôle dans la respiration cutanée, c'est-à-dire respiration à travers la peau. Et bien sûr, la peau, ce mucus laisse la peau humide. À côté, nous avons également des glandes séreuses, protéines, qui produisent des substances toxiques telles que le venin chez les crapauds. Donc, on sait que chez les crapauds, il y a également présence de venin au niveau de la peau. L'épiderme est séparé du derme par la lame basale. Au niveau du derme, qui est un tissu conjonctif, il y a des vaisseaux sanguins, érythrocytes, qui caractérisent les tétrapodes.
Après la classe des amphibiens, on va aller vers la classe ou la superclasse des poissons. Nous avons ici petit 2, coupe transversale de peau de tanche, qui est un poisson ostéictien, téléostéen. Nous avons ici grand A, ça veut dire l'épiderme, et là, c'est le grand B, ça veut dire le derme. Au niveau de l'épiderme toujours séparé du derme par la lame basale. La lame basale qui est le numéro 7. Le numéro 7, c'est la lame basale. Et l'épiderme toujours pluristratifié qui caractérise l'embranchement des vertébrés. Après la lame basale, le numéro 7, nous avons le numéro 6. C'est la couche germinative. Le numéro 5, c'est la glande amicus qui est unicellulaire. Le numéro 4, c'est la couche de cellules polyédriques. Le numéro 3, c'est les cellules aplaties vivantes. Le numéro 2, c'est la glande amicus. Et le numéro 1, c'est la couche de mucus qui caractérise les vertébrés aquatiques. Au niveau du derme, nous avons le numéro 8. Là, ce sont des écailles, bien sûr. Le numéro 8, c'est l'écaille dermique. Dermique parce qu'elle prend naissance au niveau du derme. Le numéro 9, c'est l'étui de l'écaille, ça veut dire la poche de l'écaille. 10, 11, 12, les différentes catégories du tissu conjonctif. Après la superclasse des poissons, on va passer chez la classe des reptiles. Donc la classe des reptiles, petit 3, coupe transversale de peau de lézard, qui est un reptile, toujours avec grand A, c'est l'épiderme, pluristratifié, alors que grand B, tout ça, c'est le derme. Donc l'épiderme pluristratifié qui caractérise les vertébrés. Nous avons l'épiderme séparé du derme par la lame basale qui est le numéro 6. La lame basale qui est le numéro 5. Le numéro 6, c'est la kératine molle. Le numéro 4, c'est la couche germinative. Après, le numéro 3, c'est la couche de cellules polyédriques. Le numéro 2, c'est la couche de cellules aplaties très kératinisées. Et bien sûr, le numéro 1, c'est une couche de kératine qui constitue une écaille épidermique très chargée en kératine qui est dure. Et bien sûr, ceci caractérise les vertébrés terrestres. Au niveau de numéro 6, la couche, c'est-à-dire la kératine molle. Pourquoi ici elle est molle et ici elle est très dure? Parce que chez les reptiles, la peau, elle est éliminée à l'occasion de la mue en lambeaux, c'est-à-dire en morceaux, morceau par morceau. C'est pour cela que ici, il y a eu enlèvement de cette peau au niveau de ce morceau-là. Et après, ça va venir les autres morceaux. Parce que ici, le reptile, sa mue, elle se fait en lambeaux, morceau par morceau. Et bien sûr, au niveau du derme, il y a le numéro 8, c'est ça, pardon, c'est le numéro 7. Cellules riches en pigments, appelées également chromatophores. Le numéro 8 et 9 font partie des tissus conjonctifs. Après la classe des reptiles, on va passer à la classe des mammifères. Donc petit 4,
classe des mammifères. Ici, nous avons une coupe transversale de peau de mammifères. Toujours l'épiderme, séparé du derme par la lame basale. Après la lame basale, nous avons la couche germinative. Après, c'est la couche polyédrique. Et après, c'est la couche de cellules aplaties qui sont très kératinisées, qui caractérisent bien sûr les vertébrés terrestres. Et à la surface, nous avons de la kératine. Chez les mammifères, ils se caractérisent par la présence du poil chez les mammifères. Donc ici, le poil va se former au niveau de l'épiderme et il va s'enfoncer dans le derme. Il prend naissance au niveau de l'épiderme et il s'enfonce dans le derme. À côté du poil, nous avons les glandes sébacées. Ici, l'épiderme pluricellulaire enfoncé dans le derme. Et bien sûr, le poil, les cellules aplaties très kératinisées, tout ça caractérise les vertébrés terrestres. La glande sébacée et le poil caractérisent les tétrapodes. Chez certains tétrapodes. Pas tous, mais chez les mammifères. Après la coupe transversale de peau de mammifères, on va passer chez la classe des oiseaux. Donc chez la classe des oiseaux, au niveau de la coupe transversale du peau d'oiseau, nous avons toujours l'épiderme séparé du derme par la lame basale. Toujours la couche germinative, la couche de cellules polyédriques, la couche de cellules aplaties très kératinisées qui caractérisent les vertébrés terrestres. Et chez les oiseaux, ils se caractérisent par la présence de la plume. Donc la plume, elle est formée à partir d'un bourgeon plumaire qui va donner la plume chez les oiseaux. Ce bourgeon est protégé par un fourreau. Et bien sûr, cette plume prend naissance au niveau de l'épiderme. Il y aura soulèvement de l'épiderme, d'accord, qui est protégé par le fourreau. Et on va voir par la suite comment se forme la plume. Ce fourreau va se déchirer par la suite et il va laisser sortir la plume vers l'extérieur. Et ici, nous avons le derme qui est un tissu conjonctif où il y a les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, les terminaisons nerveuses. Donc après, on va voir les productions dermiques, c'est-à-dire quelles sont les productions, quels sont les constituants du derme. Le derme est un tissu conjonctif qui nourrit l'épiderme et renferme des fibres musculaires libres. Celles-ci sont groupées chez les vertébrés supérieurs en muscles insérés sur les phanères. Les phanères sont les plumes, les écailles, les poils, etc. Pour former les muscles érecteurs ou redresseurs. Donc les muscles érecteurs ou redresseurs se trouvent à côté d'un poil. Donc je vais vous montrer une planche où il y a la constitution d'un poil ici. Je vais agrandir l'image. Ici, nous avons la structure d'un poil. Là, c'est bien sûr, c'est l'épiderme. Et là, c'est le derme. Tout ça, c'est le derme qui est un tissu conjonctif où il y a les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques. Et le poil qui se trouve à l'intérieur du bourgeon épidermique qui s'est enfoncé dans le derme. Et bien sûr, ce poil, il est maintenu en place grâce à la présence de muscles érecteurs ou redresseurs. Et à côté, bien sûr, il y a toujours à côté du poil, il y a également la glande sébacée. Donc ces muscles érecteurs ou redresseurs font partie également des productions dermiques.
Après, le derme peut contenir des cellules pigmentaires ou chromatophores dont le pigment peut se concentrer sous l'influence des hormones, ce qu'on a vu chez les reptiles, ainsi que chez les amphibiens, les cellules pigmentaires. Le derme renferme également de nombreux vaisseaux sanguins et lymphatiques et des terminaisons nerveuses. Le derme est fréquemment le siège d'ossification. Ce sont les os dermiques ou les os de membrane. D'autres zones dermiques font partie de certains phanères. C'est le cas des écailles de poisson. Elles sont de deux types. Il y a les écailles des chondrichtiens, écailles placoïdes, et les écailles des ostéichtiens téléostéens, écailles élasmoïdes. Pour l'écaille placoïde, il y en a deux. Il y a l'écaille cosmoïde chez les dipneustes et les crossoptérygiens et l'écaille ganoïde chez les chondrostéens et les zoolostéens. Ici, nous avons, je vais agrandir l'image, nous avons l'écaille placoïde du requin, qui fait partie des chondrichtiens, les poissons chondrichtiens, et l'écaille élasmoïde sous forme de lamelles chez les ostéichtiens téléostéens. Pour l'écaille placoïde, il y a deux sortes. Il y a l'écaille cosmoïde chez les dipneustes et les crossoptérygiens et l'écaille ganoïde chez les chondrostéens. Pour l'écaille élasmoïde, il y a également deux sortes d'écailles élasmoïdes. Il y a l'écaille cténoïde, qui est sous forme d'un pêne, et l'écaille cycloïde, petit 2, l'écaille cycloïde. Donc, pour l'écaille élasmoïde, il y a l'écaille cténoïde et l'écaille cycloïde. L'écaille élasmoïde, elle est mince, transparente, à croissance continue, avec des stries d'accroissement. Il y a arrêt de croissance en hiver, parce qu'il y a moins de calcium dans l'eau. Également, il y a formation, au niveau de cette écaille élasmoïde, il y a formation d'une ligne de ponte chez les femelles. On distingue deux types d'écailles élasmoïdes, l'écaille cténoïde, qui est plus évoluée que l'écaille cycloïde. Après, on va passer à grand 3, les phanères. Petit 1, poils des mammifères. Bon, avant d'atteindre donc ici, nous avons, oui, le poil de mammifère. Mais avant de passer au poil de mammifère, j'aimerais bien vous montrer le mode de formation de certaines écailles. Ici, nous avons les deux écailles, leur mode de formation. Voilà, le mode de formation de l'écaille placoïde. Comment se forme cette écaille placoïde? Nous avons toujours l'épiderme, le derme qui est un tissu conjonctif, qui possède des cellules conjonctives. Ces cellules conjonctives vont se différencier en odontoblastes. Ces odontoblastes vont former de la dentine. Donc vous vous rappelez, ici pour l'écaille placoïde, ça ressemble un petit peu au mode de formation de la dent. Odontoblastes et dentine. Ce qu'on a vu au cours du premier TD. Pour l'épiderme et le derme, pour cette écaille, le derme va, ou bien cette dentine qui s'est formée au niveau du derme, cette dentine va soulever l'épiderme. Elle va soulever l'épiderme
Et ce qui reste, c'est la papille dermique vascularisée. Après que la dentine a soulevé l'épiderme, il va y avoir sécrétion de l'émail. Donc on aura dentine en rouge, émail en bleu, qui constitue cette écaille placoïde qui va soulever l'épiderme. Donc l'écaille casse l'épiderme par la suite. Voilà, toujours ici c'est l'épiderme. Et on voit que l'écaille, elle a cassé l'épiderme et elle est sortie vers l'extérieur avec de la dentine, ce qui est rouge, et ce qui est bleu, c'est l'émail. Donc tout ça, c'est l'écaille placoïde. Et le reste, c'est la papille dermique vascularisée avec la plaque basilaire ici vers le côté. Grand B, on va voir le mode de formation de l'écaille élasmoïde des ostéictiens téléostéens. Nous avons toujours l'épiderme et le derme qui est tissu conjonctif. Au niveau du derme existent les cellules conjonctives qui vont se différencier en ostéoblastes. Je vais encore agrandir un petit peu l'image. Donc ces ostéoblastes vont sécréter de la ganoïne et l'isopédine. L'isopédine, c'est un tissu osseux compact. Ganoïne et isopédine sous forme de lamelles, c'est ce qui va former l'écaille en lamelles, car l'écaille élasmoïde, c'est une écaille qui est sous forme de lamelles. Et il reste encore des cellules conjonctives. Donc toujours ici, c'est l'épiderme. Là, c'est l'épiderme. Là, c'est l'écaille élasmoïde qui va se redresser. Regardez, elle était horizontale. Elle s'est redressée. Et le reste des cellules conjonctives vont former l'étui, c'est-à-dire la poche, grâce aux cellules conjonctives qui vont donner, le tout va former l'écaille élasmoïde. Donc maintenant, on a vu le mode de formation des deux sortes d'écailles. Écaille élasmoïde et l'écaille placoïde. Donc après, le mode de formation des écailles, on va voir les phanères, le poil des mammifères. Pour le poil des mammifères, je vais agrandir l'image. On va voir le poil de mammifère. Comment se forme le poil de mammifère? Toujours nous avons l'épiderme et le derme. On a dit que c'est un bourgeon épidermique qui s'est enfoncé dans le derme. Donc bourgeon épidermique qui est renflé à sa base. Ce renflement, ça s'appelle bulbe. Donc ici, c'est bulbe. Ce bourgeon est constitué de plusieurs cellules matrices qui vont subir des mitoses, des divisions. Et ici, bien sûr, c'est le derme, papille dermique vascularisée, riche en vaisseaux et en nerfs. Ce bourgeon, ou bien au niveau du bulbe, la matrice qui va donner des cellules, qui va subir des divisions, va donner, bien sûr, plusieurs cellules qui vont se disposer les unes après les autres, se disposer en fil de cellules. Et lorsqu'elles vieillissent, elles vont se kératiniser, elles vont former les boches du poil. Les cellules qui restent, qui ne se kératinisent pas, vont former la gaine au niveau du bulbe. Et ça, c'est la papille dermique vascularisée. Donc, les cellules produites par la matrice, qui se disposent en fil de cellules, lorsqu'elles vieillissent, elles se kératinisent, elles vont former les boches du poil. Les cellules qui ne se kératinisent pas vont former la gaine. Donc, on va encore regarder la structure d'un poil. Là, vous voyez, donc, à l'intérieur, c'est la moelle, le cortex. Donc,
il y a les cellules kératinisées vont donner l'ébauche du poil. Les cellules qui ne se kératinisent pas vont former les gaines. Il y a plusieurs sortes de gaines. Il y a la gaine externe. Il y a la gaine de Huxley et la gaine de Henle. Après la formation du poil, on va voir la formation des plumes. Chez les oiseaux. Donc on voit que la plume elle est constituée de deux parties. La partie effilée, ça s'appelle le calamus. La partie éparpillée, ça s'appelle barbe. Là, c'est une sorte de plume de duvet. Pour le mode de formation, on a l'épiderme et le derme. Toujours un bourgeon dermique qui va soulever l'épiderme. Vous voyez, c'est l'inverse du mode de formation du poil. Ici, c'est le bourgeon dermique qui va soulever l'épiderme. Tout à l'heure, c'était un bourgeon épidermique qui s'enfonce dans le derme. Donc, c'est ce bourgeon dermique qui va soulever l'épiderme. Il y aura des cellules qui sont disposées en fil de cellules qui se kératinisent, vont former barbe. Et le reste va former le calamus. Le tout est protégé par un fourreau. Tout ça au niveau de l'épiderme. Et ici, c'est le derme, papidermique vascularisé. Après, ce fourreau va se déchirer. Il va laisser sortir la plume avec les barbes et le calamus. Donc, on a vu en détail la formation, le mode de formation de certains phanères. Mais il en existe d'autres. Il y a par exemple, ici, on voit très bien les phanères chez les mammifères, tels que petit 1, ici, l'angle plat de l'homme. Petit 2, la griffe rétractile de carnivore. Petit 3, le sabot du cheval. Nous avons également ici la structure d'angle d'un primate. Et également, il y a les cornes chez les mammifères. Ici, les cornes chez les mammifères. Et on peut voir également la carapace de tortue. Là, nous avons une coupe transversale d'une carapace de tortue terrestre. C'est aussi un phanère. Donc là, on a vu presque la totalité des phanères. Et bien sûr, c'est la fin du TD2, les téguments.